Bienvenue sur le ring, Amina Lotfi. Merci, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Sur le ring, l'ODJ TV et l'ODJ Radio. Amina Lotfi, je rappelle que vous êtes présidente de l'ADFM, bureau de Rabat, l'Association démocratique des femmes du Maroc. Donc on est à la veille du 8 mars. C'est pas forcément pour cela qu'on a fait cette émission et qu'on vous a invité, mais en tout cas c'est intéressant aussi de faire ça dans un contexte aussi de 8 mars, journée internationale du droit des femmes, en tout cas journée internationale de la femme. 3 rounds pour ce ring avec vous, Amina Lotfi. Premier round, droit des femmes, pourquoi ça n'avance plus ou ça n'avance pas, vous nous direz. Deuxième round, le politique est-il insensible à l'approche genre? Et troisième round, Moudawana, puisque c'est une année de réforme, en tout cas en 2023, annoncée. Quelle avancée possible dans le cadre de la nouvelle génération de réforme du Code de la famille? Amina Lotfi, sur le premier round, thème droit des femmes, pourquoi ça n'avance pas? Est-ce que vous direz que ça n'avance pas ou ça n'avance plus? Écoutez, c'est une bonne question, puisque vous avez mentionné la journée internationale pour les droits des femmes, qui est une journée où ce n'est pas une journée de fête. C'est une journée importante pour vous, en tant que femme, en tant que militante? Elle est très importante. Pourquoi? Parce que je vous le disais, ce n'est pas une journée de fête, c'est une journée où on doit s'arrêter, faire un bilan des réalisations, voir qu'est-ce qui ne marche pas, identifier les enjeux et programmer pour s'il y a des choses à rectifier, et on reprogramme pour l'année dans ce... Le 8 mars, c'est une journée de réflexion? C'est une journée de... Moi, je dirais que le 8 mars, c'est une journée d'évaluation. On fait des constats, on évalue qu'est-ce qu'on a fait, on constate est-ce que ce qui a été fait atteint, c'est le résultat que nous avions selon les indicateurs que nous nous étions fixés, ou est-ce que pas et pourquoi, et on revisite les politiques publiques, on reprogramme d'autres choses. Ça, c'est ce que vous appelez de vos voeux, j'ai envie de dire, auprès de celles et ceux qui sont aux responsabilités, de profiter de cette journée du 8 mars 2023 pour mener une réflexion de fond sur tout ce qui a pu être fait, de faire une espèce de bilan d'étape, c'est ça en fait? C'est tout à fait ça, et puis on appelle de nos voeux. Moi, j'oserais même dire qu'on n'a pas appelé de notre vœu, parce que c'est une obligation. Ça se passe comme ça dans tous les pays. À votre niveau, Amina Lotfi, en tant que présidente ADFM Bureau de Rabat, vous êtes une militante de la première heure. Vous étiez déjà dans la rue lors de la mise en route de la réforme du Code de la famille en 2004. Tout à fait. Est-ce que là, aujourd'hui, en 2023, la thématique droit des femmes, pourquoi ça n'avance plus? Est-ce que ça n'avance plus? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, sur le terrain des droits des femmes dans notre pays, ça n'avance plus? Écoutez, moi je vais dire, ça avance tout doucement. Je pense que pour répondre à cette question, il va falloir revenir un peu en arrière, faire une petite chronologie très rapide. À la fin des années 90, début 2000, ça a beaucoup avancé. Il y a eu des réalisations, aussi bien au niveau législatif qu'institutionnel. Au niveau législatif, il y a eu le code pénal, le code du travail, le code de la nationalité, la réforme du code de la famille en 2004, qui a constitué une révolution à l'époque, puisque elle a démystifié donc ce test qui était considéré comme sacré, elle l'a désacralisé, je dirais. Et aussi, on a institué l'égalité entre les époux en droit et en responsabilité. En fait, c'est quelque chose d'énorme. Ça, c'est au niveau constitutionnel. Au niveau, moi, je vous parle du Code de la famille, à l'époque. Et la plus grande réforme chez nous, la plus grande révolution, ça a été la Constitution de 2011, qui prône l'égalité homme-femme,
dans tous les droits et qui réserve pas moins de 18 dispositions pour les vous droits suffit aujourd'hui des femmes. Est-ce que tout ça vous suffit aujourd'hui en 2023? Bien entendu, c'est pas suffisant parce qu'il faut des lois, il faut l'application, il faut la mise en œuvre de la Constitution et l'application des lois. Donc là où je voulais en venir, c'est qu'en 2011, nous avons vécu un paradoxe, un très gros paradoxe. Pourquoi paradoxe? Parce que nous avons à la tête du gouvernement qui allait mettre en œuvre cette Constitution un parti conservateur. Et donc, nous avons connu pendant ces 10 années de mise en œuvre, pendant les 2 gouvernements qui se sont succédés après 2011, une lenteur inexpliquée Donc en matière de réforme des droits des femmes. D'abord, il n'y a pas eu consolidation des acquis. Ensuite, on a eu des gros débats, mais parce que ce qu'on essayait de faire, on essayait d'introduire dans les réformes une approche idéologique, pas une approche basée sur les droits humains ni sur la Constitution. Ça veut dire que vous considérez qu'en fait on a perdu 10 ans, quand j'ai dit on, c'est-à-dire que les femmes, sur les droits des femmes et les avancées, ont perdu 10 ans par rapport à la coalition, le visage de la coalition politique de 2011 Tout à fait. À aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus la même coalition gouvernementale. Donc je me dis voilà, est-ce qu'on doit revenir en arrière, c'est-à-dire voilà, on adosse tout ce retard à l'ancien exécutif. Est-ce que c'est ça qui était piloté à l'époque par le Parti Justice et Développement? Oui. Et vous dites donc vous imputez sur le retard pris, voire le recul à cela. C'est ça? C'est surtout le retard pris. Il est facile à évaluer. Vous savez, il n'y a pas eu tellement de réalisations au cours de cette période en matière de droits des femmes. Et les quelques réalisations n'ont pas été élaborées sur la base des droits humains. Regardez la loi 103/13 sur la violence, elle est tout à fait incomplète. Elle a le mérite d'exister parce qu'elle a introduit certaines notions, mais elle manque de mesures pour protéger efficacement surtout que la croissance les femmes. faite aux femmes et aux enfants, et à l'enfance aussi, est en croissance. Et le taux d'activité, vous avez vu certainement comme moi le rendu du HCP sur l'emploi. On voit bien que les femmes sont les grandes perdantes, en tout cas, celles qui sont mises à l'écart de la dynamique de croissance et la dynamique d'emploi. C'est-à-dire que valeur aujourd'hui, quand on prend les principaux indicateurs, Amina Lotfi, tous les indicateurs sont au rouge concernant la femme, les droits des femmes, son intégration économique, sa place aussi dans la société. Donc voilà, je me dis, est-ce que grosso modo, si je dresse un peu ce portrait, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, la situation est loin d'être rassurante. Nous avons, c'est-à-dire que il faut vraiment se retrousser les manches. Il faut que l'égalité, l'effectivité, moi je dirais les droits des femmes et l'égalité homme-femme soient prises de manière plus sérieuse et que ce soit une priorité. Amina Lotfi, est-ce que cela doit être consacré par la loi ou cela doit être consacré par la rue? Parce qu'on a fait un focus sur la loi, sur le périmètre juridique. Est-ce que d'abord il faut qu'elle soit consacrée dans la rue, dans les esprits, dans les mentalités, dans les comportements de tous les jours? Écoutez, est-ce que vous n'avez pas trop perdu de temps, vous, les organisations féministes, en disant voilà, il faut que ce soit le cadre juridique qui avance, et c'est le cadre juridique qui va faire avancer les mentalités. Écoutez, si vous parlez du cadre juridique et vous faites référence à la Constitution, elle a avancé. Le référendum, il a réuni plus de 75% de la population, plus de 98% ont voté oui, et dans le vote du oui, ça veut dire qu'il y avait l'homme et la femme sont égaux en droit et en responsabilité. Il y a une loi, vous l'avez citée, 103/13, qui est relative à la protection, en tout cas, des violences faites aux femmes. Malgré la loi, il y a de plus en plus d'actes de violence, en tout cas ces 2 dernières années, perpétrés à l'égard des femmes et des enfants également. Si je prends le dernier indicateur sur le taux d'activité des femmes, il est en décroissance. Il est à 16%, un des niveaux les plus bas de l'histoire du Maroc. Oui. Donc je me dis, est-ce que c'est quelque part, quand on est aussi une organisation féministe comme vous, que vous représentez aujourd'hui, la DFM, est-ce que quelque part c'est un constat d'échec? C'est un constat d'échec, c'est clair. Et nous l'avons d'ailleurs mentionné, nous le mentionnons dans nos communiqués, dans nos rapports, etc. C'est un constat d'échec. Mais c'est également, nous sommes également une force de proposition. Nous faisons la veille et nous faisons la proposition et nous n'avons pas cessé de faire des propositions. Vous savez, les droits des femmes les droits en général, femmes ou hommes, sont indivisibles. Vous ne pouvez pas
focuser sur un droit, par exemple le droit économique des femmes, et ne pas vous occuper de l'autre droit quand il y a des discriminations. C'est quelque chose, ils sont indivisibles. Maintenant, ces droits sont indivisibles. Si nous voulons vraiment rendre effectifs les droits des femmes, si nous voulons l'effectivité des droits des femmes, il va falloir que vraiment nous prenions les choses de manière globale. Dernière petite question avant de passer au deuxième round. Amina Lotfi, est-ce que la majorité des femmes, selon vous, je sais que c'est toujours un exercice difficile de prendre le pouls de la majorité des femmes, est-ce que la majorité des femmes ont envie du changement, ont envie de se retrouver dans une vraie équité, dans un vrai équilibre des droits hommes-femmes dans notre pays? Est-ce que là-dessus, quand on est une militante féministe comme vous, Amina Lotfi, on a la certitude, la conviction que la majorité des femmes de notre pays souhaitent effectivement tendre vers une consécration juridique et sociétale de l'équité en matière de droit? Est-ce que ça en a... Écoutez, vous prenez des femmes de tous les milieux, de tous les espaces, urbains, rural, périurbains, etc., et posez-leur la question. Parce que quand on parle de droit... Parce que je crois qu'on ne l'aura jamais posé. On parle de quoi quand on parle de droit? On parle d'effectivité de droit. Ça veut dire que c'est droit à l'éducation. Est-ce que vous pensez que si vous posez une question à une femme et que vous lui dites « Ah, mais tu n'as pas droit à l'éducation parce que la priorité est accordée à l'homme. Est-ce que tu voudrais être égal à l'homme pour étudier ?» Vous pensez qu'elle va vous dire non? Droit à la santé, vous pensez qu'elle va vous dire non? Droit à la participation politique, etc. Il n'y a aucune femme qui peut dire. Sauf que des fois, la réalité pour certaines femmes, en tout cas, et tout autre, on le voit d'ailleurs au niveau scolaire, c'est 300 000 enfants qui quittent prématurément le système scolaire, beaucoup dans le rural, parce qu'ils préfèrent, au lieu d'étudier, ils préfèrent donner un coup de main à leur famille pour aller travailler. Il faut arrêter de véhiculer ce genre. Non. C'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est tout à fait faux. Si ces enfants quittent l'école, garçons et filles, ou si les filles, on va focuser un peu sur les filles, si les filles quittent l'école, c'est que nous n'avons pas mis les moyens suffisants en termes d'infrastructures de base, en termes de qualité de l'éducation, en termes d'approche genre. Nous n'avons pas mis pour que ces filles puissent être maintenues pour les fixer, les maintenir à l'école. Et quand je vous dis approche genre, ne pensez pas que l'approche genre, ça ne vise pas l'homme, la femme, ça ne vise pas juste la femme, ça vise l'homme, la femme, c'est un outil d'analyse. Justement, on va passer au deuxième round. Vous avez fait la transition. Amina Lotfi, deuxième round, la thématique, le politique est-il insensible à l'approche genre selon vous? Mais écoutez, parce que vous avez fait le constat que ça n'avance pas, que ça recule même sur le droit des femmes. Je vais continuer ma phrase. Oui. L'approche genre, est-ce qu'il est insensible à l'approche genre? Je voulais juste déconstruire un petit peu avec l'idée de dire que l'approche genre, c'est pas les femmes. Oui. L'approche genre, c'est les hommes, c'est les femmes et les hommes. C'est un outil d'analyse qui permet sous le prisme de l'égalité. Voir où se situe le pouvoir, qui a accès aux ressources, qui peut en disposer, quelles sont les différences, quelles sont les ressemblances, et puis ça permet de conclure quels sont les besoins, écoutez, c'est important ce que je vais dire. Bien sûr, allez-y, complètement, allez-y, non, je n'allais pas du tout vous interrompre. Ça permet d'identifier les enjeux, les besoins, l'impact, etc., qu'une politique peut avoir, qu'un programme peut avoir sur l'un ou l'autre des sexes pour arriver à l'égalité. Est-ce que selon vous, les politiques, les formations politiques dans notre pays, est-ce qu'elles sont insensibles à cela, à cette approche genre aujourd'hui? Est-ce que dans le discours politique, dans le discours public porté par nos politiques, on va dire depuis ces dernières années, depuis 2 ans, on a un nouvel exécutif, une nouvelle opposition aussi dans le débat politique, dans le débat public. Est-ce que vous considérez que le politique est-il sensible ou insensible à l'approche genre? Valeur aujourd'hui, on a le conservatisme politique et dans l'opposition. Pourquoi je vous ai donné la définition de l'approche genre au début? Ça veut dire que vous me posez la question si le politique est sensible ou insensible. Oui. Moi, je vous retourne la question pour vous dire, est-ce que le politique utilise des outils d'analyse pour élaborer son programme? Je parle des partis politiques, par exemple, au moment des élections, pour analyser
le contexte socio-économique de notre pays, pour voir où se situent les différences, pour voir quels sont les besoins des uns et des autres, Il y a un programme etc. commun qui a été présenté, discours politique général. On a bien vu que le gouvernement actuel, qui est piloté par le RNI, le Rassemblement national des indépendants, et son chef d'ailleurs est chef de gouvernement, Reza Khannouch, lui, il a priorisé la dimension économique, l'autonomisation par l'intégration économique. Est-ce que ça vous convient? Il n'y a pas d'autonomisation par l'intégration économique. Je vous le disais, les droits sont indivisibles. Comment est-ce que vous pouvez ne pas avoir l'effectivité des droits des femmes au niveau des droits civils et vous concentrer juste sur l'économique? C'est pas possible. Comment est-ce que vous voulez qu'une femme PDG d'une grande entreprise, qui à la fois, si elle est séparée de son mari, et que la tutelle légale soit, c'est le père qui décide pour ses enfants, c'est le père qui décide pour toute autre chose, vous pouvez pas séparer. C'est indivisible. Une femme doit avoir tous ses droits et dans tous les domaines. En tout cas, le gouvernement actuel, discours de politique générale, on parlait du taux d'activité d'emploi des femmes qui a baissé selon le HCP à hauteur de 16%. Il a pris l'engagement de le hisser à 30% à l'horizon 2026. Donc on voit bien la direction, la directive, la motivation, la philosophie de ce gouvernement et du chef de gouvernement d'aller vers l'intégration économique pour l'autonomisation. Là-dessus, est-ce que vous êtes critique là-dessus ? Est-ce que vous dites, voilà, on fait fausse route et on va se tromper? C'est pas comme ça qu'on va élever la femme dans notre pays? Je suis assez pessimiste pour les 30%. Parce que quand on part de 12%, en 5 ans, 4 ou 5 ans, vous ne pouvez pas arriver à 30%, ou sinon il faut une baguette magique, moi j'ai l'impression, d'abord. Deuxièmement, nous l'avons déjà dit à M. Arnouch dans nos communiqués, il faut avoir une vision globale si on veut arriver à l'égalité, il faut avoir une vision globale. C'est quoi cette vision globale? Cette vision globale, elle a des volets. Premièrement, il faut la réforme de toutes les lois et la réforme des lois en harmonie avec la Constitution et les engagements du Maroc. Deuxièmement, il faut l'intégration du principe de l'égalité des sexes dans les politiques publiques. Nationale et sectorielle. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement et brièvement? Cela veut dire que nous devons avoir une stratégie globale d'égalité hommes-femmes, de manière à ce qu'on puisse aborder tous les volets, de manière à ce qu'on puisse avoir des outils d'évaluation, qu'on puisse chaque année savoir quelles sont les réalisations, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé, qu'est-ce que nous devons faire. Et nous devons mettre en place des mécanismes de recours. Regardez la PALD, l'autorité pour la parité, la lutte contre les discriminations, toujours pas opérationnelle. Regardez la PALD, comment on en a fait pratiquement une coquille vide sous l'ancien gouvernement. J'espère que ce gouvernement... Est-ce que vous avez confiance en ce nouveau gouvernement? Ça fait 16 mois, ça fait... Écoutez, il est aux responsabilités, donc parce qu'on voit bien que de toute façon c'est le politique qui décide, c'est le politique qui tranche, c'est le politique qui fait, ou c'est le politique qui défait. Est-ce que vous êtes beaucoup plus confiante, Amina Lotfi, en cet exécutif, contrairement aux autres exécutifs? Là, en l'occurrence, là, c'est piloté par le RNI et précédemment par le PJD. Je pourrais répondre à votre question quand il y aura des réalisations. Jusqu'à présent, on a des orientations, mais on n'a pas encore de réalisation, donc je pourrais vous répondre après la réforme du Code de la famille, du projet de loi qui va être déposé, du débat qui va s'en suivre. Le projet de loi est un bon indicateur pour voir comment est-ce que l'exécutif a élaboré. Donc vous attendez la présentation bien sûr, le Code pénal, nous attendons. Est-ce qu'il va y avoir... Vous trouvez logique qu'il démarre d'abord par le Code pénal et ensuite, a priori, par le Code de la famille comme réforme? C'est à peu près l'agenda a priori, j'ai dit bien a priori, l'agenda qui a été... que s'est fixé le gouvernement et l'exécutif. D'abord la réforme du code pénal et ensuite la réforme du code de la famille. Est-ce que c'est un agenda qui vous convient, vous? Écoutez, je pense que la priorité serait d'abord au code de la famille et ensuite au code pénal, mais c'est pas une question de classement. À la limite, on peut mener les deux de front en parallèle et ça permettra aussi d'harmoniser les deux codes entre eux. Harmoniser, en tout cas, on passe à la troisième round, transition. Amina Lotfi, troisième round, justement, Moudawana, code de la famille. Quelle avancée possible?
parce qu'on est comme vous, Amina Lotfi, je vous ai présenté militante, combattante de la première heure. Vous étiez déjà là sur le terrain lorsqu'il y a eu la première réforme du Code de la famille. C'était en 2004 avec une commission qui avait été créée, qui avait planché en 2003. Là, a priori, réforme du Code de la famille, nouvelle génération en 2023, cette année. Est-ce qu'il y a quelles sont les avancées possibles selon vous? Parce qu'il y a plein de revendications, le droit de succession, le mariage des mineurs, l'IVG. Il n'y a pas plein de revendications. Enfin, nous n'avons pas plein de... Le mouvement féministe, je le sais, parce que on est membre de la coordination féministe, mais il n'y a pas plein de revendications, il y en a une seule. C'est laquelle? C'est une refonte globale du Code pénal. Tout simplement, il faut, au regard de notre Constitution, parce qu'en 2004, la Constitution n'existait pas, il n'y avait pas un cadre de référence. Nous avons un cadre de référence actuellement. Donc, au regard de notre Constitution, il va falloir faire une refonte globale de ce côté. Quand on parle de refonte globale, ça veut dire pourquoi quoi, le terme refonte? Voilà. Oui. Ça veut dire qu'il faut changer de paradigme. Vous savez, la question de le qawama, par exemple. Est-ce que vous pensez que la question de le qawama sur laquelle est construit le Code de la famille, est-ce qu'elle a toujours lieu d'exister? C'est-à-dire que l'homme est le pourvoyeur de fonds, l'homme c'est lui qui entretient la famille. En contrepartie, la femme doit obéissance et doit... Donc cette notion doit disparaître. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite il y a 1000 ans, et que 1000 ans on avait fait ça pour protéger les femmes, plus de 1000 ans pour protéger les femmes, et que actuellement le rôle du gouvernement, le rôle de l'exécutif, aussi bien l'exécutif que du législatif, et de protéger les femmes. Les femmes actuellement travaillent, contribuent à la vie du foyer. La famille a évolué, elle est plus la même. Mais quelles sont les avancées possibles selon vous concernant la nouvelle réforme de la Moudawana du Code de la famille? Déjà ça, c'est une avancée de base que je vous disais, le principe de la qawama. Oui. Et puis, toutes les autres avancées. Est-ce que vous êtes offensif sur le droit de succession, l'égalité en matière d'héritage homme-femme au niveau de la DFM? Est-ce que là vous dites que si ça se fait pas là, ça se fera jamais, et on fera tout pour que ça se fasse? Et est-ce que la DFM est prête à faire des concessions là-dessus? Mais pourquoi concession? La DFM ne prend pas de décision. La DFM est une association de plaidoyer qui plaide pour les réformes de loi, pour l'effectivité, pour la promotion et la protection des droits des femmes. Donc, à partir de ce principe, nous avons un seul principe, c'est l'égalité. Est-ce que vous avez des priorités et des attentes prioritaires dans cette réforme? Bien entendu que nous avons des attentes prioritaires. Quelle est la première priorité? La première priorité, la réforme de toutes les lois sur la base des engagements nationaux. La Constitution et internationaux, ça veut dire les conventions ratifiées par le Maroc. Ça, c'est la priorité. Et concrètement, ça veut dire quoi, Amina Lotfi? Ça veut dire que, comme je vous le disais, le Code de la famille, il va falloir une refonte globale et en profondeur. Droit de succession, égalité en matière d'héritage homme-femme. Droit de succession, c'est-à-dire... Vous allez le revendiquer? Appliquer, mais bien sûr, on l'a revendiqué. Oui, mais est-ce que vous allez le revendiquer avec force? Mais bien entendu, c'est dans nos mémorandums. Et vous pensez que vous allez être entendu là-dessus? Écoutez, il faut qu'on soit entendu, puisque je vous dis que notre Constitution prône l'égalité. On va être entendu parce que, au regard de l'impact que cette inégalité successorale a sur la vie des femmes. Vous savez, on a fait une étude il y a 4-5 ans, ce qui a démontré, ça j'arrête pas de le répéter, qui a démontré que ceux qui avaient des biens à léguer à leurs enfants, ils s'en occupaient avant, mais par contre, ceux qui n'avaient rien à léguer, c'est là ce qui faisait partie de populations défavorisées. Oui, et celles et ceux qui vous disent aussi, et il n'y a pas que des hommes qui disent ça, il y a des femmes aussi, qui disent le droit successoral ne nous touche pas, c'est du religieux, c'est spirituel, c'est cultuel, donc on ne touche pas. Vous l'avez entendu ça aussi? Oui, bien sûr, on a entendu. Qu'est-ce que vous en faites de ça quand vous entendez ça? Oui, comme on dit, on est dans un pays de démocratie, j'espère de liberté d'expression. Oui. Et là, on va défendre, je vous disais, nous proposons, donc on va aussi démontrer pourquoi l'inégalité successorale a un impact négatif sur la vie des femmes, augmente la vulnérabilité et augmente la pauvreté des femmes. Sur l'IVG, est-ce que c'est aussi est-ce que c'est la deuxième revendication et attente de la DFM pour qu'une fois pour toutes, il y ait un cadre législatif, juridique qui puisse permettre d'éviter des drames?
parce qu'on n'a pas de data précise là-dessus, mais on sait que c'est des drames quasi quotidiens d'interruption volontaire de grossesse dans des environnements clandestins qui peuvent créer et susciter le décès. Donc ça, on a vu encore des exemples malheureusement il y a encore quelques mois. Est-ce que là-dessus, par rapport à l'IVG, vous avez attentes précises là-dessus? Mais bien entendu. Et quel type d'attente? Les attentes de l'ADFM sont d'abord la principale attente que nous avons et que nous avons, émise. C'est d'abord, l'IVG est un problème de santé qui ne relève pas, est une question de santé qui ne relève pas du code pénal, mais qui relève de la politique de la santé. Donc il faut enlever ça du code pénal. Deuxièmement, le fait que vous l'avez dit, l'IVG soit interdit, ça crée des drames là aussi. On a recours aux clandestins, les femmes se font avorter. Et surtout comprendre que la réalité est là. D'ailleurs, on interdit l'IVG depuis tout le temps, et pourtant ça n'empêche que chaque jour des femmes meurent suite aux avortements clandestins. Chaque jour, ces femmes sont frappées d'infirmité à cause de l'avortement clandestin. Vous souhaitez que l'IVG soit autorisé et possible pour toutes les femmes de notre pays? Mais bien entendu. Sans conditions, sans critères, sans... Je pense qu'il appartient au corps médical, aux médecins de voir quels sont les critères, etc. Si le fœtus est touché, si la santé psychologique de la femme peut être affectée, c'est ça en fait. Exactement. Donc on resterait à peu près sur le même, sur ce qu'on est aujourd'hui au niveau de l'IVG. Sur ce qu'on est comment? Quasiment aujourd'hui. Il est strictement interdit, l'IVG. Oui, mais bon, c'est conditionné. Conditionné si effectivement il y a le fœtus est touché, si la santé mentale de la maman est engagée, il y a des fois on ferme un œil. Écoutez, ce que nous revendiquons et ce que nous demandons, c'est qu'on puisse autoriser l'IVG. La femme, vous savez, une femme ne va recourir à l'IVG qu'en cas de force majeure. Les femmes ne recourent pas à l'IVG comme ça, et ça ne favorise pas les relations sexuelles hors mariage. Elles existent déjà. Par contre, ça favorise, selon les pouvoirs publics, ça favorise les enfants abandonnés, les enfants des rues. Ça favorise cela. Justement, donc c'est pour ça que le politique chez nous a du mal à légiférer là-dessus. Si on libérait l'IGV, il n'y aurait plus d'enfants en situation des rues, il n'y aurait pas plus d'enfants En tout cas, c'est l'équation. Sur le mariage des mineurs, alors contrairement au droit successoral, même si la DFM en fait sa priorité, équité... Non, notre priorité, je rectifie, s'il vous plaît. Notre priorité, c'est une refonte du Code de la famille. Ouais. Ça veut dire que tout doit être revu sur la base d'un nouveau paradigme. En tout cas, apparemment, le consensus politique va être difficile à trouver sur le droit successoral, dans la perspective de la réforme du Code de la famille. Par contre, là où il pourrait y avoir consensus politique, c'est sur l'interdiction formelle du mariage des mineurs. Il y a un congrès, je crois savoir, qui doit se dérouler au mois de mars là-dessus. Et donc, le Maroc pourrait prendre la décision, en tout cas politiquement, d'arrêter toute forme de dérogation auprès des juges de la famille d'octroi pour l'autorisation de mariage des mineurs. Je pense que nous avons, en 18 années d'application du Code de la famille, nous avons suffisamment de recul pour voir que le mariage des mineurs a augmenté à cause du pouvoir discrétionnaire accordé aux juges, et pour voir combien, vous savez, il y a des associations qui font des caravanes, qui rencontrent les gens dans les zones enclavées, et il se passe des choses horribles. Quand vous mariez une petite fille à 15 ans et qu'elle divorce à 16 ans et qu'elle a 2 enfants et que les parents n'en veulent plus, que voulez-vous qu'elle fasse, elle et ses enfants? Donc il y a eu ce mariage des mineurs prive les filles de l'école, prive les filles de leur vie d'enfant, prive, etc. Et il a un impact négatif sur la population. Donc en tout cas, il devrait y avoir consensus politique là-dessus. Ça devrait être, Amina Lotfi, le grand acquis de ce nouveau code de la famille. C'est-à-dire l'interdiction du mariage des mineurs. Est-ce que si c'est le cas, est-ce que la DFM se contentera de cela? Ça ne sera pas un grand acquis. Le grand acquis, c'est une révision globale, une refonte globale du code pénal. Ça, c'est un acquis. Et ça sera
nous serons conséquents avec nous-mêmes. Notre pays sera conséquent avec ses engagements nationaux et internationaux. Vous savez, moi je le vois d'ici, on va un peu triturer le mariage des mineurs, on va voir au niveau de la tutelle légale, on va voir au niveau de la garde des enfants, peut-être qu'on va la partager, c'est-à-dire que l'homme n'aura plus le droit de récupérer ses enfants si la femme se remarie. Je pense qu'on va toucher à ça, on va garder le reste. Or, on va continuer dans les dysfonctionnements, dans les dysfonctionnements de l'application, etc. Saïd Saadi, vous le connaissez ? L'ancien ministre, ancien secrétaire d'État chargé de la famille, de l'enfance et de la protection sociale. Dans les années 90. C'est lui qui a porté aussi politiquement, en tout cas, le plan d'intégration de la femme. Et qui a amené au Code de la famille, première révision du Code de la famille en 2004. Il a fait cette déclaration sur laquelle je souhaiterais vous faire réagir avant de conclure, en disant que toute réforme, en tout cas du Code de la famille, doit être portée par le bas, par la société, et non pas par le pouvoir exécutif et par le pouvoir législatif. Est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui, dans cette année 2023, où il y a un agenda de réforme, code pénal et code de la famille, en fait, c'est le bas est là, sur le terrain, les gens attendent, ne sont pas acteurs, contrairement à 2004. Est-ce qu'on n'est pas dans un schéma complètement inversé ? Écoutez, d'où l'importance, je vous le disais, là on revient aussi à cette approche globale. Ce qui se passe actuellement au niveau de la base et le résultat de l'éducation et le reflet, je vous dis, de l'éducation. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, que nous avons un autre volet de plaidoyer qui est l'intégration de la culture de l'égalité dans le système éducatif. Maintenant, il faut que ce soit porté par la base. Oui, parce que ce changement, cette réforme du code de la famille et du code pénal, ça vient pas de la société. Chacun y va de sa revendication, le hashtag 490, l'ADFM aussi avec ses attentes et ses revendications, mais il n'y a pas un mouvement de fond global et collectif. Avec des convergences, contrairement à 2004, et c'était il y a 20 ans. Si, au niveau de la société, il y a un mouvement, et c'est le mouvement classique habituel de 2004. Je vous le disais, la coordination féministe. Est-ce qu'il n'est pas affaibli ? Est-ce que vous n'êtes pas affaibli, vous, il faut arrêter les corps intermédiaires ? Non, est-ce que c'est une question Non, mais parce que c'est une question qui nous est souvent posée. Il n'est pas affaibli. Vous savez, à l'époque, on militait pour le code de la famille, pour la réforme. Il n'y avait qu'une seule chose. Après, on s'est mis ensemble pour la Constitution, il n'y avait qu'une seule chose. Maintenant, c'est un large chantier de réforme de loi. Et aussi, il y a la deuxième et troisième génération d'associations qui voient le jour. Donc, il y a un large chantier avec plusieurs réformes. Il y a une multiplication d'ONG qui ont vu le jour. Et donc, non, c'est une autre forme de plaider. Il y a les réseaux sociaux qu'on n'avait pas en 2004, donc c'est vraiment une autre approche, une autre Dernière façon question, de voir les choses. Est-ce que vous craignez, dans la perspective de cette réforme du Code de la famille, une forte résistance, un fort mouvement conservateur et un conservatisme social qui viennent un petit peu perturber vos revendications, droit successoral, le mariage des mineurs, voilà, sur ces grands sujets, réforme du code pénal, l'article 490, l'article 491 également. Est-ce que vous appréhendez pas un réveil, un sursaut du conservatisme ? Mais c'est la continuité. On est dans la continuité. En 2004, c'était la même chose. Il n'y avait pas autant d'attaques parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, etc. Mais bon, je pense que c'est ça la démocratie aussi. Vous êtes prêt à mettre les gants avec les conservateurs ? Mais bien entendu, sauf que nos gants, nous, ne symbolisent pas la violence et la lutte violente, mais nos gants à nous se font à coup de sensibilisation, d'information, de propositions. Et de débat comme chez nous. C'est ça qui symbolise le banc. Merci infiniment à vous, en tout cas. Amina Lotfi, je rappelle, présidente de l'ADFM, bureau de Rabat, l'Association démocratique des femmes du Maroc. On est à la veille de ce 8 mars 2023 et à la veille aussi, certainement, du lancement de grandes réformes, à la fois celle du code pénal, qui devait être présenté par le ministre de tutelle dans les prochaines semaines, et du code de la famille. On ne sait pas dans quel ordre, mais a priori, ça serait code pénal et code de la famille. Mais bon, donc vous attendez de voir
pour juger sur pièce, c'est ça? Tout à fait, et on attend les réalisations, il faut du concret. Merci en tout cas infiniment Je à vous en vous prie. et bonne continuation. Merci, merci, au revoir.